On dit que les vins les plus doux peuvent cacher les vérités les plus amères. Pendant 30 ans, ma vérité a été aussi riche et corsée que notre meilleur millésime, le Château du Bois. Chaque matin, en regardant le soleil se lever sur nos vignobles, je ne voyais pas seulement des hectares de raisins, mais la matérialisation d'un rêve partagé. Philippe et moi avions tout construit à partir de cette terre, de nos mains nues et d'une confiance qui me semblait aussi inébranlable que les fondations de notre château. Il était le visage public, le visionnaire charismatique qui charmait le monde avec ses discours, tandis que J était le cœur silencieux de l'opération, la stratège qui, dans l'ombre, transformait ses visions en réalité. Je ne ressentais aucune amertume à ce sujet. Nous étions les deux moitiés d'un tout parfait. Notre amour-haine n'était pas seulement une romance. C était une alliance, un pacte scellé dans chaque bouteille que nous produisions. Il était mon partenaire, mon confident, l'autre moitié de mon âme. Je lui avais confié ma vie, mon héritage et mon cœur avec une dévotion aveugle, convaincu que notre empire était le fruit d'une passion commune et éternelle. Alors que notre 30e anniversaire de mariage approchait, ce sentiment de plénitude atteignait son apogée. Je voyais notre succès non seulement dans les chiffres florissants, mais dans les visages des gens qui nous entouraient. Il y avait Chloé, notre jeune et brillante directrice marketing, dont l'ambition et l'admiration à mon égard me touchaient profondément. Je voyais en elle une sorte de fille spirituelle, une protégée à qui je pourrais un jour transmettre mon savoir. Et puis, il y avait Alain, notre directeur financier, un ami de la famille depuis des décennies. Son air constamment soucieux pour la santé de notre entreprise me rassurait. Je le considérais comme le gardien loyal de notre prospérité, un rempart contre les incertitudes du monde. Notre fils, Alexandre, travaillant sous sa direction, apprenait les ficelles du métier, prêt à perpétuer notre nom. Tout semblait parfaitement aligné, une symphonie harmonieuse orchestrée par l'amour et la loyauté. Je préparais en secret une surprise pour Philippe, une escapade dans le petit pavillon où tout avait commencé, pour célébrer non seulement notre passé, mais aussi l'avenir radieux que je croyais, naïvement, nous attendre. Le chemin de terre menant à notre pavillon crissait sous les pneus de la voiture, un son familier qui, aujourd'hui, résonnait comme le prélude à une célébration. J'avais tout préparé, un panier en osier rempli de fromage, de pain frais et d'une bouteille de notre premier millésime. Celui que nous avions mis en bouteille nous-mêmes, les mains tachées et le cœur plein de promesses. En m'approchant, un rire féminin a flotté dans l'air, un son léger et cristallin qui n'appartenait pas à nos souvenirs. Je me suis figée, le panier glissant de mes doigts. À travers la fenêtre ouverte, je les ai vus. Philippe, mon mari depuis 30 ans, et Chloé, ma protégée, celle que je considérais presque comme une fille. Il n'en était pas en train de discuter de marketing. Ses mains étaient dans ses cheveux, son visage levé vers le sien. Le monde s'est effondré une première fois, dans un fracas silencieux et brutal. La douleur était si physique, si violente, que j'ai dû m'agripper à un cep de vigne pour ne pas tomber, le souffle coupé, le cœur transformé en un éclat de verre dans ma poitrine. Instinctivement, je me suis dissimulée derrière le feuillage dense, le corps tremblant de manière incontrôlable. Je devais partir, fuir cette image insoutenable, mais mes pieds étaient comme enracinés dans la terre qui nous avait tout donné. C'est alors que leurs mots me sont parvenus, des fragments acérés qui ont découpé ce qui restait de mon âme. L'offre de Genève est définitive. Il ne faut plus rien laisser au hasard, a dit Chloé, sa voix dénuée de toute l'admiration feinte qu'elle me servait quotidiennement. Philippe a répondu, et son ton, haine, était pas celui d'un amant, mais d'un homme d'affaires pressé. Ne t'inquiète pas, les livres qu'Alain a préparés sont parfaits. Personne ne verra rien avant la signature. Puis, il a prononcé la phrase qui a tout changé, la phrase qui a glacé mon sang et arrêté les larmes avant même qu'elles ne coulent. Hélène va s'effondrer. Quand elle découvrira la liaison, elle sera trop anéantie pour se battre. Il sera alors trop tard pour empêcher la vente. Ce N n'était pas une simple trahison. C était un coup d'État. Le nom d'Alain, prononcé avec une telle complicité, a été le 3e coup de poignard. Alain, notre directeur financier, l'ami de 30 ans, le parrain de notre fils, le gardien supposé de notre héritage. Lui aussi faisait partie de ce complot. L'image de son visage perpétuellement soucieux, de ses mises en garde constantes sur nos finances, a pris un sens nouveau et monstrueux.
Ce N n'était pas de la loyauté, C était de la préparation. Ils avaient tissé une toile autour de moi, utilisant ma confiance comme fil principal. Mon mari, ma protégée, mon plus vieil ami. J était seul, complètement seul, entouré d'ennemis qui portèrent les masques de ceux que j'aimais le plus. L'infidélité de Philippe Ney était plus qu'une insulte mineure, une diversion cruelle conçue pour masquer le véritable crime, le vol prémédité de ma vie entière, de l'œuvre de mes mains, de l'avenir de mon fils. La douleur s'est muée en une nausée glaciale, la prise de conscience que mon monde N n'était qu'une illusion soigneusement construite pour me dépouiller. Je ne me souviens pas du trajet retour. Le paysage bordelais, habituellement si réconfortant, défilait comme une peinture floue et sans âme. Les larmes de chagrin que j'aurais dû pleurer s'étaient évaporées, remplacées par une lucidité brûlante. Chaque mot de leur conversation tournait en boucle dans mon esprit, mais C était la stratégie de Philippe qui s'imposait avec une clarté terrifiante. Hélène va s'effondrer. C était leur plan. Ils ne comptaient pas seulement sur ma douleur. Ils en avaient besoin. Ils voulaient que je sois l'épouse trompée, hystérique et irrationnelle, incapable de prendre des décisions logiques. Une femme brisée est une femme que l'on peut facilement écarter, dont on peut contester la compétence, dont on peut prendre le contrôle des biens pour son propre bien. La colère a commencé à monter, non pas une colère chaude et explosive, mais une fureur froide, dense et terriblement calme. Ils avaient sous-estimé la femme qu'ils pensaient détruire. Ils avaient confondu ma dévotion avec de la faiblesse. C était leur première erreur, et ce serait leur dernière. En garant la voiture devant le château, notre château, je les regardais différemment. Ce N était plus le symbole de notre amour, mais le prix d'une guerre qui venait d'être déclarée. En entrant, j'ai croisé mon reflet dans le grand miroir du hall. Le visage qui me regardait N était plus celui de la femme naïve qui était partie 1 heure plus tôt. Mes yeux étaient secs, mon expression déterminée. Je leur donnerais exactement ce qu'ils attendaient. Je jouerais le rôle de la femme au cœur brisé à la perfection. Je pleurerais. Je crierais. Je me montrerais faible et perdue. Je les laisserais croire qu'ils avaient gagné, qu'ils m'avaient anéanti. Et pendant qu'ils célébreraient leur victoire imminente, savourant ma détresse, je deviendrais leur ombre. Je disséquerais leur complot. Je rassemblerais mes forces et je préparerais ma contre-attaque. Ils voulèrent que je m'effondre? Très bien. Je m'effondrerais. Mais je me relèverais de mes propres cendres. Et je les emporterais avec moi dans les flammes. La vendange serait amère cette année, mais la dégustation finale serait la mienne. Le trajet de retour fut un long silence de plomb, une traversée du Styx où mon ancien moi se noyait lentement. Chaque virage de cette route que je connaissais par cœur était une étape de deuil accélérée. La tristesse, cette vague dévastatrice qui aurait dû me submerger, s'est retirée aussi vite qu'elle était venue, laissant derrière elle un rivage d'une clarté effrayante. La phrase de Philippe résonnait, non plus comme une blessure, mais comme une clé. Hélène va s'effondrer. Il ne craignait pas ma colère, il la désirait. Il comptait sur mes larmes, sur mon chagrin, pour en faire le brouillard qui masquerait leur trahison financière. Ma douleur était leur stratégie. Ils voulaient me voir brisée, réduite à l'état d'une femme hystérique et bafouée, incapable de lire un bilan ou de contester un contrat. Mon cœur, qui avait cessé de battre de chagrin, recommença à pomper. Mais ce N était plus du sang chaud qui circulait dans mes veines. C était de la glace. Ils avaient fait une erreur fondamentale. Ils avaient de planifier la chute de la femme, mais ils avaient oublié la stratège. Mon premier instinct, animal et viscéral, fut de faire demi-tour, d'entrer dans ce pavillon, théâtre de notre amour passé et de leur complot présent, et de tout faire exploser. Je m'imaginais la scène, les cris, les accusations, le verre de vin renversé sur le contrat qu'ils cachaient sans doute déjà. J'aurais eu la satisfaction éphémère de voir la peur dans leurs yeux, le masque de la loyauté et de l'admiration se fissurer pour révéler les monstres avides en dessous. Mais cette vision s'est évanouie aussi vite qu'elle était apparue. Ce serait leur donner exactement ce qu'ils attendaient. Une confrontation émotionnelle me placerait immédiatement en position de faiblesse. Ils me qualifieraient d'instable, de vindicative. Ils utiliseraient ma réaction, parfaitement légitime, comme la preuve que je n'étais plus apte à diriger. Non, la guerre ne se gagnerait pas sur le champ de bataille de l'émotion, mais dans les coulisses silencieuses de la stratégie.
Mon chagrin haine n'était pas une arme pour moi. C'était un bouclier pour eux. Je devais le leur reprendre. Alors que les tours de notre château se dessinaient à l'horizon, le plan a commencé à prendre forme dans mon esprit, froid et précis comme une taille d'hiver. Je leur offrirais le spectacle qu'ils avaient commandé. Je jouerais le rôle de « elle épouse anéantie » avec une virtuosité qu'ils n'auraient jamais pu soupçonner. Je pleurerais. Je me terrerais dans le silence. Je laisserais mon regard se perdre dans le vague. Comme si mon monde s'était écroulé. Je les laisserais me sous-estimer, me prendre en pitié, se féliciter de la facilité avec laquelle ils m'avaient brisé. Chaque larme que je verserais serait un investissement. Chaque soupir de désespoir serait une manœuvre de diversion. Pendant qu'ils s'occuperaient de gérer la pauvre Hélène, je deviendrais une ombre dans ma propre maison, une auditrice invisible, une enquêtrice implacable. Leur arrogance serait ma meilleure alliée. Leur certitude de m'avoir vaincu serait le seul meuble dans lequel je creuserais leur tombe. En franchissant le portail du château du Bois, j'ai su que je ne rentrais pas chez moi. J'entrais sur un territoire ennemi, un champ de bataille déguisé en maison de famille. L'objectif N était plus de sauver mon mariage. Ce mariage était une coquille vide, un souvenir profané. L'objectif N était même plus seulement d'arrêter la vente. C était devenu beaucoup plus personnel, beaucoup plus profond. Mon but était de les démanteler. Pas seulement leurs finances, mais leur réputation, leurs relations, l'image même qu'ils avaient d'eux-mêmes. Je n'allais pas simplement les empêcher de me voler mon héritage. J'allais leur reprendre méthodiquement tout ce qu'ils pensaient à posséder, en utilisant les règles qu'ils avaient eux-mêmes établies. La vendange de cette année serait amère, c'est certain. Mais la dégustation finale, celle où l'on savoure la complexité d'un grand cru patiemment élaboré, serait exclusivement la mienne. Le rideau venait de tomber sur ma vie d'avant. Il allait se lever sur ma vengeance. La première nuit fut un désert de glace. Je n'ai pas pleuré. Je me suis couchée de mon côté du lit, un territoire désormais étranger, et j'ai respiré lentement, imitant le sommeil. Quand Philippe est rentré, tard, sentant le parfum de Chloé et le mensonge, il m'a regardé avec une pitié calculée. Il a vu ce qu'il voulait voir, une statue de chagrin, fragile et silencieuse. Le lendemain matin, je suis descendue pour le petit déjeuner, le visage marqué par une fatigue que je n'avais pas feinte, mais dont la cause était la rage, pas la peine. J'ai joué mon rôle. Des réponses monosyllabiques, un regard perdu dans le vide. Je sentais son soulagement, sa satisfaction de me voir si docilement brisée. Il pensait avoir gagné la première bataille sans même l'avoir livrée. Quelle erreur! La guerre ne faisait que commencer, et elle se mènerait dans le silence, dans les ombres qu'il avait lui-même créées en éteignant la lumière de notre vie commune. Mon premier mouvement se devait d'être imperceptible, un murmure dans le vent. Je me suis souvenu d'une conversation que j'avais eue avec Philippe des mois auparavant, une idée que j'avais moi-même lancée pour la repousser, une expansion sur le marché asiatique. C était le prétexte parfait. J'ai contacté un cabinet d'audit financier forensique parisien, réputé pour sa discrétion et son efficacité redoutable. Un cabinet avec lequel nous n'avions jamais travaillé. L'objet officiel de leur mission, une évaluation complète de nos actifs et de nos passifs en vue d'une optimisation des coûts avant une potentielle expansion internationale. C était une manœuvre légitime, presque banale. Alain, en recevant la notification, ne verrait qu'une initiative administrative qu'il pourrait facilement contrôler. Il ne pouvait pas deviner que ses auditeurs N n'étaient pas là pour évaluer l'avenir, mais pour déterrer les crimes du passé, et que leur véritable cliente N n'était pas la codirectrice du château du Bois, mais une femme déterminée à reprendre ce qui lui appartenait. Pour naviguer dans les eaux troubles de notre réseau numérique, j'avais besoin d'un allié, quelqu'un dont la loyauté était absolue et les compétences, incontestables. Mathieu, notre jeune chef du département informatique, était le candidat idéal. Je l'avais pris sous mon aile dès son arrivée, un prodige à peine sorti de l'école, fasciné par le monde du vin. Je l'ai convoqué dans la bibliothèque, loin des oreilles indiscrètes du bureau. Je ne lui ai pas tout dit, pas encore. Je lui ai parlé de graves irrégularités financières que je suspectais, d'une menace potentielle pour l'entreprise que nous aimions tous les deux. Je lui ai demandé, au nom de la confiance que je lui avais toujours accordée, de mener une enquête discrète. Cherche des serveurs cachés, des communications cryptées,
des transferts de fichiers inhabituels entre Philippe, Alain et des adresses externes. Soit mes yeux et mes oreilles dans le monde digital. Mathieu. Il a hoché la tête, sans poser de questions. Dans ses yeux, j'ai vu non seulement de la loyauté, mais aussi l'excitation du défi. Mon armée comptait désormais un soldat. Elle, étape suivante, était la plus périlleuse, la plus répugnante. Me rapprocher de Chloé. Je devais transformer ma némésis en ma source d'information la plus précieuse. Je l'ai trouvée près de la salle de dégustation, feignant l'indécision et la vulnérabilité. Je l'ai prise à part. Les larmes aux yeux, des larmes de pure performance artistique. Chloé, je ne sais plus à qui parler, ai-je murmuré. Philippe, il est devenu un monstre. Il me cache des choses. Il est obsédé par cette idée de vendre. Je suis sûre qu'il te met une pression terrible. Je ne t'en veux pas, à toi. Tu es si jeune, si ambitieuse. Il a dû te manipuler. Comme il m'a manipulée pendant des années. J'ai créé un récit où nous étions toutes les deux des victimes de l'ogre Philippe. J'ai vu le doute, puis la suffisance dans son regard. Elle me croyait. Elle pensait que J était une idiote au cœur brisé, prête à lui confier mes peines. Elle n'imaginait pas que J était une prédatrice lui offrant une fausse sécurité avant de la dévorer. La machine était en marche. Les premières demandes de documents des auditeurs parisiens ont commencé à arriver sur le bureau d'Alain. Depuis mon propre bureau, où je prétendais trier de vieux souvenirs, je l'observais à travers la porte entr'ouverte. Il a d'abord soupiré, agacé par cette nouvelle charge de travail bureaucratique. Je l'ai entendu au téléphone avec Philippe. Le ton léger. Oui, c'est cette lubie d'Hélène sur l'Asie. Une perte de temps, mais il faut bien les occuper. Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Leur arrogance était mon meilleur camouflage. Ils étaient tellement convaincus de ma déchéance émotionnelle qu'ils ne pouvaient pas concevoir que cette initiative, lancée par la pauvre Hélène, puisse être une menace. Ils regardaient en la fumée en ignorant l'incendie que j'avais allumé juste sous leurs pieds. Chaque document qu'Alain envoyait, pensant qu'il était anodin, était une pelletée de terre de plus sur sa propre tombe. Quelques jours plus tard, Mathieu a demandé à me voir en urgence. Il m'a fait entrer dans la salle des serveurs, un sanctuaire froid et bourdonnant où la vérité numérique était stockée. Sur son écran, il m'a montré une série de lignes de code indéchiffrables pour moi, mais qui pour lui, étaient aussi claires qu'une confession. « Madame Dubois », a-t-il dit à voix basse, « il n'utilise pas nos serveurs de messagerie officiels. Il communique via une application cryptée, hébergée sur un serveur privé offshore. Je ne peux pas encore lire les messages, mais j'ai trouvé la porte d'entrée. L'existence même de ce canal est une preuve de dissimulation. C était la première fissure dans leur armure. Une vague de satisfaction glaciale m'a envahi. Ce N n'était plus une simple suspicion, C était un fait. Il se cachait, et maintenant, je savais où regarder. La chasse était officiellement ouverte. Armée de cette certitude, j'ai intensifié ma guerre psychologique contre Chloé. Lors d'une de nos conversations à cœur ouvert, je lui ai glissé avec une fausse naïveté. Philippe m'a confié que c'est toi qui as eu l'idée de contacter ces investisseurs suisses. Il dit que tu as un talent incroyable pour trouver des opportunités. Il semble beaucoup compter sur toi, peut-être même un peu trop. Il a toujours eu tendance à mettre tout le poids sur les épaules des autres quand les choses se compliquent. Je regardais attentivement son visage. J'ai vu un éclair de fierté, immédiatement suivi par une lueur d'inquiétude. La graine était plantée. Je venais de lui suggérer qu'en cas de problème, Philippe la désignerait comme l'instigatrice. Je la poussais à douter de son complice, à se demander si elle n'était pas en train de devenir son futur bouc émissaire. La loyauté fondée sur la cupidité est aussi fragile que le verre. Je venais de lui donner le premier coup de marteau. Pendant ce temps, la pression sur Alain augmentait de manière exponentielle. Les auditeurs ne se contentaient plus des bilans annuels. Ils demandaient des factures spécifiques, des notes de frais datant de 5 ans, des correspondances avec des fournisseurs que nous n'utilisions plus. Leurs requêtes étaient chirurgicales, visant des points que je savais sensibles. Un soir, en passant devant son bureau, je l'ai vu, la tête entre les mains, entouré de piles de dossiers. J'ai frappé doucement à la porte. « Alain, tout va bien? Tu as l'air épuisé. » Il a sursauté, son visage trahissant une panique mal contenue. « Juste, beaucoup de paperasse pour cet audit. C'est absurde. » J'ai hoché la tête avec une compassion feinte. « Prends soin de toi, mon ami. Nous avons besoin de toi. » En repartant,
Un sourire glacial s'est dessiné sur mes lèvres. Il ne se sentait plus en contrôle. Il sentait l'étau se resserrer, sans comprendre quelle main le tournait. La première fissure visible dans leur alliance est apparue une semaine plus tard. Je les ai entendus dans le couloir. Leur voix basse et tendue. C'était Alain et Philippe. Cette audite est une folie, Philippe. Il pose des questions que personne ne devrait poser. D'où ça sort? La réponse de Philippe était pleine d'une assurance qui sonnait désormais faux. Calme-toi, Alain. C'est juste Hélène qui s'agite avant de sombrer complètement. Elle a signé les papiers avant sa crise. C'est sans conséquence. Laisse-les jouer avec leurs chiffres. Nous avons une longueur d'avance. Je suis resté caché derrière une porte, savourant chaque mot. Ils utilisaient encore mon prétendu effondrement comme une excuse pour leur propre aveuglement. Ils se rassuraient avec un mensonge, alors que la vérité, méthodique et implacable, était en train de frapper à leur porte, et était moi qui tenais le heurtoir. Ma fausse amitié avec Chloé a finalement porté ses fruits les plus précieux. Un après-midi, alors que nous partagions un thé dans le petit salon, j'ai soupiré théâtralement. Ce qui me tue, c'est de ne même pas savoir qui sont ces gens qui vont détruire notre vie. Philippe refuse de me donner le moindre nom. Il me traite comme une enfant, piquée au vif et désireuse de me prouver qu'elle, au moins, était au centre de l'action. Elle a baissé la voix. Ce n'est pas n'importe qui, Hélène. C'est le groupe Ethelred, un conglomérat de Genève. Ils sont très puissants. La signature finale est prévue pour la grande soirée de la vendange. C'est pour ça que tout doit être parfait. Bingo. J'avais un nom et une date. Ethelred. La soirée de la vendange. Elle venait de me donner les coordonnées de la cible et l'heure de l'impact. Sa vanité était devenue ma meilleure arme. Avec ces informations, je pouvais passer à l'offensive sur le plan financier. En tant que cofondatrice et signataire sur tous les comptes majeurs, j'avais encore un pouvoir considérable. En consultant les statuts de la société, j'ai trouvé une clause obscure que j'avais moi-même fait insérer des années auparavant pour nous protéger d'une OPA hostile. Elle me permettait de geler unilatéralement tout mouvement de capitaux supérieur à un certain montant en cas de doute raisonnable sur la stratégie à long terme de l'entreprise. J'ai rédigé une note à la banque, invoquant cette clause et gelant le compte principal utilisé pour les transactions internationales. Mon explication, consignée dans les minutes du conseil d'administration que je contrôlais désormais de fait. Une mesure conservatoire en attendant les résultats de l'audit en cours. C était parfaitement légal. C était aussi un missile Tomahawk tiré en plein cœur de leur opération. La réaction ne s'est pas fait attendre. Le lendemain, Philippe a fait irruption dans mon bureau, son masque de mari attentionné ayant volé en éclats. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de compte gelé? Hélène! Les Suisses attendent un virement de garantie. Tu es en train de tout faire capoter. C'était le moment que j'attendais. Je l'ai regardé avec de grands yeux remplis d'une confusion innocente. Mon avocat m'a dit que était la procédure normale. Pour protéger mes parts et celles d'Alexandre. Il a dit qu'avec mon état, je ne devais signer aucun papier important. Je ne comprends pas tout. Philippe, je suis si perdue. Je l'ai désarmé. Comment pouvait-il crier sur sa femme, brisée, qui ne faisait que suivre les conseils de son avocat pour se protéger? Il est reparti en claquant la porte, furieux mais impuissant. Il était pris au piège de l'image qu'il avait lui-même créée de moi. La victoire la plus sombre est arrivée par un courriel de Mathieu à 2 heures du matin. Le titre était simple, « Je les ai ». Il avait réussi à forcer l'accès à une partie de leur communication cryptée. Le fichier joint N n'était pas un contrat, mais un plan d'architecte. Il ne s'agissait pas de rénover le chai ou de moderniser les installations. Il s'agissait d'un projet de démolition. Le château du bois, notre histoire, nos vignes, tout devait être rasé pour laisser place à un complexe hôtelier de luxe avec spa et golf. Les acheteurs d'Ethelred ne voulaient pas de notre vin. Ils voulaient notre terre, notre âme. Et Philippe le savait. Il vendait non seulement notre passé, mais aussi l'avenir de notre fils, pour un tas de béton. À cet instant, ma vengeance a cessé de être une affaire de cœur ou d'argent. C'est devenu une croisade pour préserver un héritage. La paranoïa s'est installée au château comme un brouillard d'hiver. Les 3 complices étaient désormais sous une pression insoutenable. Les Suisses, nerveux à cause du virement bloqué, posèrent des questions insistantes. Les auditeurs demandèrent des comptes qu'Alain ne pouvait justifier.
Leur conversation haine était en plus des chuchotements complices, mais des confrontations à voix basse, chargées d'accusations. J'ai vu Chloé lancer un regard noir à Philippe après un appel téléphonique tendu. J'ai entendu Alain accuser Philippe d'avoir attiré l'attention sur eux. Ils se déchiraient, chacun suspectant l'autre d'incompétence ou de trahison. Ils ne voyaient toujours pas la véritable menace. L'ennemi silencieux qui vivait sous leur toit, les observant se débattre dans la toile qu'elle avait tissée autour d'eux. Leur triumvirat du crime était en train de s'effondrer de l'intérieur. J'avais maintenant presque toutes les pièces du puzzle. Le plan, les acteurs, le mobile et la date de l'exécution. Mais il me manquait la preuve irréfutable, le contrat signé qui les lierait tous à la fraude. Ils étaient sur leur garde. Il fallait les pousser à commettre une erreur, à accélérer leur plan dans la panique. J'ai donc pris ma dernière décision stratégique de cette guerre silencieuse. J'ai rédigé un courriel anonyme, depuis un cybercafé à Bordeaux, que j'ai envoyé à une journaliste financière connue pour son agressivité. Le message était court. Des irrégularités dans la vente imminente du château du Bois au groupe Ethelred. Des actionnaires minoritaires s'inquiètent de la destruction d'un patrimoine français. Je n'ai rien signé. Je venais de jeter une allumette dans une poudrière. Ils croyaient pas contrôler le temps. J'allais leur prouver que le compte à rebours final obéissait désormais à mon propre rythme. La guerre silencieuse touchait à sa fin. Le bruit et la fureur allèrent bientôt commencer. Le courriel anonyme a eu l'effet d'une pierre jetée dans une mare de vin tranquille. Les ondulations se sont propagées à une vitesse fulgurante. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. C était d'abord la journaliste, pugnace et incisive, posant des questions que Philippe peinait à esquiver avec son charme habituel. Puis ce furent des membres du conseil d'administration, des partenaires locaux, des voisins vignerons, tous s'enquérant de cette « rumeur », de vente à un conglomérat connu pour son appétit destructeur. Je les observais de loin, Philippe et Alain, passant d'appel en appel, leurs visages se durcissant, leurs chuchotements dans les couloirs devenant de plus en plus fréquents et agités. Ils étaient comme des rats dans un labyrinthe dont les murs commençaient à se resserrer, et ils ne comprenaient pas qui avait redessiné les plans. La panique commençait à effriter leur façade de contrôle absolu, et je savourais chaque fissure qui apparaissait dans leur armure d'arrogance. L'atmosphère au château devint irrespirable, chargée d'une tension électrique. Les dîners se prenaient dans un silence de plomb, où le seul bruit était le cliquetis des couverts contre la porcelaine. Philippe tentait de maintenir une conversation banale, mais sa voix sonnait faux. Ses sourires n'atteignaient plus ses yeux. Alain, lui, avait le regard fuyant, sursautant au moindre bruit. Il me jetait des regards en coin, essayant de déceler si je savais quelque chose, si J était derrière cette fuite. Mais ils ne voyaient que ce que je leur permettais de voir. Une femme brisée, absente, perdue dans les limbes de son chagrin. Mon silence et ma passivité les perturbaient plus que ne l'aurait fait une crise de colère. Ils ne pouvaient pas me cerner. J était devenue une énigme dans ma propre maison, une variable inconnue dans leur équation criminelle, et cette incertitude les rongeait de l'intérieur. Au milieu de cette guerre froide, un message crypté de Mathieu est arrivé. Une lueur d'espoir dans les ténèbres. On y est presque, Madame Dubois. Leur système de cryptage est complexe, mais j'ai trouvé une faille. Le dernier fichier, celui que je pense être le contrat principal, est protégé par une dernière couche de sécurité. Donnez-moi quelques heures. Ce soir, nous saurons tout. L'attente devint une torture exquise. Chaque minute qui passait était à la fois une promesse de victoire et un risque de défaite. J'avais l'impression de retenir mon souffle depuis des jours. La preuve finale, l'arme qui les anéantirait, était à portée de main. Je sentais le poids de ces 30 années de travail, de cet héritage, reposer sur les épaules de ce jeune homme brillant et sur sa capacité à percer le dernier rempart de leurs mensonges. La nuit s'annonçait décisive, mais ils ont frappé avant que Mathieu ne puisse porter le coup de grâce. Leur panique, alimentée par la pression médiatique, les a rendus imprudents et désespérés. Philippe a demandé à me voir, seul avec Alain, dans la grande bibliothèque. Son ton était solennel, un masque de gravité posé sur un visage blême. « Hélène, il faut que nous parlions. C'est à propos d'Alexandre. » Mon cœur a cessé de battre. De toutes les trahisons, de toutes les attaques que j'avais pu imaginer, je n'avais jamais, pas une seule seconde,
envisager qu'ils oseraient utiliser notre propre fils contre moi. C était une ligne qu'un père ne devrait jamais franchir. À cet instant, j'ai compris que je n'avais pas affaire à un mari infidèle ou à un homme d'affaires cupide, mais à un monstre dénué de toute morale. La guerre venait de changer de nature. Ce haine était plus une question d'argent ou de fierté. C était devenu une lutte pour la survie de mon enfant. La bibliothèque, autrefois un havre de paix et de savoir, s'est transformée en tribunal. Philippe a posé un dossier en cuir sur la table en acajou poli, un geste lent et théâtral. Il l'a ouvert. À l'intérieur, une liasse de documents. Alain, avec une répugnance feinte, a commencé à les sortir un par un. Des ordres de virement vers des comptes inconnus, des factures gonflées, des notes de frais extravagantes, et sur chaque document, une signature qui se voulait être celle d'Alexandre. C était une construction méticuleuse, un château de cartes de mensonges conçu pour s'effondrer sur la tête de mon fils. Je regardais les faux, mon visage une toile vierge, tandis qu'à l'intérieur, une tempête de haine et de fureur menaçait de tout emporter. Ils avaient sous-estimé ma capacité à dissimuler mes émotions, une compétence que j'avais perfectionnée en vivant 30 ans à leur côté. Philippe a pris la parole, sa voix empreinte d'une fausse tristesse qui me donnait la nausée. Il m'a expliqué qu'Alexandre, écrasé par des dettes de jeu que j'ignorais, avait mis en place un système pour détourner des fonds de l'entreprise. Il a affirmé qu'Alain, dans sa « vigilance légendaire », avait découvert le pot aux roses juste à temps, avant que les auditeurs que j'avais moi-même engagés ne tombent dessus. C était diabolique. Ils utilisaient mon propre plan, mon audit, comme le déclencheur supposé de cette triste découverte. Ils retournaient chacune de mes armes contre moi, et pire encore, contre mon fils. Chaque mot était un coup de poignard, non pas dans mon cœur déjà en miettes, mais dans mon instinct maternel, le noyau le plus profond et le plus féroce de mon être. Leur récit était une œuvre d'art de la perversion. Ils ont dépeint Alexandre non pas comme un jeune homme apprenant le métier, mais comme un criminel sournois, un traître à sa propre famille. Ils ont inventé des détails, des anecdotes, des signes avant-coureurs, que nous aurions tous manqués. Ils ont utilisé mon amour pour lui, notre fierté commune, comme le levier pour me briser définitivement. Ils ne se contentaient pas de me voler mon entreprise. Ils voulaient me voler l'image de mon fils, salir son nom, détruire la seule chose pure et intacte qui me restait. Je les écoutais, et la douleur s'est muée en une certitude glaciale. Il n'y aurait pas de pardon. Il n'y aurait pas de pitié. Il n'y aurait que la destruction, totale et absolue. Pendant un instant fugace, j'ai failli céder. L'envie de me lever, de renverser la table, de hurler la vérité à leur visage de menteurs était presque irrésistible. La mère en moi voulait protéger son petit, attaquer les prédateurs sans réfléchir. Mais la stratège a repris le dessus. Je me suis souvenu de la phrase clé de Philippe, celle qui avait tout déclenché. Hélène va s'effondrer. C'est ce qu'ils attendaient. C'est ce dont ils avaient des besoins. Une explosion de colère de ma part validerait leur récit d'une femme instable, incapable de gérer la situation. Je devais tenir. Je devais jouer mon rôle jusqu'au bout, même si cela me coûtait chaque parcelle de mon âme. J'ai baissé la tête, laissant mes cheveux cacher mes yeux où brûlait une flamme meurtrière. L'ultimatum est tombé, brutal et sans appel. Philippe a fait glisser un autre document sur la table, un contrat cette fois. Un accord par lequel je renonçais à toute poursuite, je mettais fin à l'audit immédiatement et je donnais mon consentement irrévocable à la vente du château du Bois. Signe ça, Hélène, a-t-il dit, son ton passant de la fausse compassion à un ordre sec et tranchant. Signe, et toute cette histoire avec Alexandre disparaît. Nous dirons qu'il a fait une erreur de jeunesse. Nous couvrirons les pertes. Il aura une seconde chance. Personne ne saura jamais. C était un chantage dans sa forme la plus pure, une prise d'otage émotionnelle où la rançon était mon héritage et ma vie. Alain a ajouté le dernier tour de vis, sa voix un sifflement venimeux. Si tu refuses, si tu persistes avec cet audit ridicule, ce dossier partira directement sur le bureau du procureur de la République. Et crois-moi, avec la pression médiatique que tu as toi-même générée, ils seront ravis d'avoir un coupable tout désigné. Ton fils sera le premier à tomber. Et nous serons les victimes qui ont tenté de le protéger. Le piège était parfait.
Ils avaient transformé ma quête de justice en une menace directe pour la liberté de mon fils. Ils me forçaient à choisir entre le passé que j'avais construit et l'avenir de la personne que j'aimais le plus au monde. Le souffle m'a manqué. L'air de la pièce semblait s'être solidifié. C'est là que j'ai puisé dans des réserves de comédienne que j'ignorais posséder. J'ai levé les yeux vers Philippe, des yeux noyés d'une terreur et d'une confusion que je ne ressentais que trop bien, mais que je canalisais désormais pour ma performance. J'ai laissé un sanglot échapper. « Alexandre, non, ce n'est pas possible, » ai-je murmuré, la voix brisée. Je les ai regardés, l'un après l'autre, comme une bête traquée qui ne comprend pas d'où vient le coup. Je les ai laissés voir ce qu'ils voulaient voir. Une mère anéantie, une femme vaincue, prête à tout sacrifier pour son enfant. Je leur ai offert le spectacle de ma capitulation, et dans leurs yeux, j'ai vu le soulagement, le triomphe du prédateur sur sa proie. Je dois réfléchir. Ai-je bafouillé? Ma voix un fil tremblant. Laissez-moi seule. J'ai tendu une main tremblante vers le dossier contenant les preuves. Mon geste était celui d'une mère voulant toucher la source de sa douleur. En réalité, je prenais possession de l'arme du crime. Je me suis levée, chancelante, et j'ai quitté la bibliothèque sans un autre regard, jouant la femme brisée jusqu'au bout. Ils m'ont laissé partir, convaincus que la partie était terminée, que j'allais me terrer dans ma chambre pour pleurer et que je reviendrais signer leurs documents, docile et soumise. Ils ne pouvaient pas imaginer que je ne me retirais pas pour pleurer, mais pour préparer l'assaut final. Une fois dans mon bureau, la porte verrouillée, le masque est tombé. La tristesse feinte a laissé place à une fureur d'une pureté cristalline. J'ai étalé les documents sur mon bureau. Les forgeries étaient bonnes, dangereusement crédibles pour un œil non averti. Ils n'avaient rien laissé au hasard, mais leur perfection même était une faille. C était trop propre, trop bien orchestré. Et surtout, ils avaient fait une erreur monumentale. Ils avaient sous-estimé la férocité d'une mère. Ils pensaient que l'amour me rendrait faible et malléable. Ils n'avaient pas compris que l'amour, lorsqu'il est menacé, devient la plus impitoyable des armes. Ils n'avaient pas seulement scellé leur propre sort, ils l'avaient signé avec le nom de mon fils. Mon premier appel fut pour Mathieu, sur une ligne sécurisée que nous avions établie. Ma voix était calme, presque métallique. Plan B, Mathieu, ils ont franchi la ligne rouge. Ils accusent Alexandre de détournement de fonds pour me forcer à tout arrêter. J'ai pris des photos de chaque document avec mon téléphone et les lui ai envoyées. Je veux que tu analyses chaque pixel de ces fichiers. Trouve-moi la preuve numérique que ce sont des faux. Trouve l'adresse IP, l'heure de création, la moindre incohérence. Et Mathieu, ai-je ajouté, ma voix se durcissant. Le temps des précautions est terminé. Fais sauter ce dernier cryptage. Je me fiche des conséquences. J'ai besoin de ce contrat maintenant. Il n'a pas posé de questions. Il a juste répondu. Considérez que c'est fait. Les heures qui ont suivi ont été une éternité. Je marchais de long en large dans mon bureau, un fauve en cage. Chaque craquement du parquet dans le couloir, chaque voix étouffée me faisait sursauter. J'y étais seule. Complètement seule face à une menace qui pouvait détruire ma famille à jamais. La liberté de mon fils, son avenir, sa réputation, tout reposait sur la capacité d'un jeune homme à déjouer deux criminels expérimentés. Je regardais par la fenêtre les vignes baignées par la lune, ces terres qui avaient été le témoin de tant de joie et qui étaient maintenant le théâtre de la plus sombre des tragédies. C était le point de vulnérabilité, le moment de quasi-fracasso, où tout semblait perdu. Mais c'est dans ces moments que la véritable force se révèle. Je pensais à Alexandre, qui était à un salon du vin à Lyon, présentant nos millésimes avec la passion et l'honnêteté que je lui avais transmise. Il était si fier de son père, de l'héritage qu'il pensait un jour reprendre. La violence de la trahison de Philippe envers moi était une chose, mais la trahison envers son propre fils était d'un autre ordre. C'était un acte d'une cruauté indicible, la négation de tout lien paternel. Savoir que je devrais être celle qui lui révélerait la véritable nature de l'homme qu'il admirait ajoutait une couche de douleur insupportable à mon fardeau. Mais je le ferais. Je le protégerais. Même si pour cela, je devais démolir le monde qu'il avait toujours connu. Mon téléphone a vibré. C était Chloé. Sa voix était un mélange écœurant de pitié et de curiosité malsaine. Hélène? J'ai appris pour Alexandre.
Je suis tellement, tellement désolée pour toi. C'est terrible. Si je peux faire quoi que ce soit, j'ai senti le venin derrière ses mots. Elle était complice. Elle savait que C était un mensonge, et elle prenait plaisir à me voir souffrir. Ma réponse a été le silence. J'ai raccroché sans un mot. La conversation était terminée, non seulement au téléphone, mais dans la vie. Elle, Philippe, Alain. Ils formaient un seul et même monstre à 3 têtes, et j'allais toutes les couper. Plus tard dans la soirée, j'ai entrouvert la porte de mon bureau. Je les ai vus au loin, dans le salon, Philippe et Alain. Ils trinquaient avec un verre de notre meilleur cognac. Ils souriaient. Ils se félicitaient. Le son étouffé de leur rire est parvenu jusqu'à moi, une insulte de plus. Leur certitude de m'avoir enfin mise échec et mat était totale. Ils ne se doutaient pas que sur mon propre échiquier, je venais de transformer mon roi en une reine prête à traverser tout le plateau pour les anéantir. Leur arrogance était la dernière erreur qu'ils feraient de ce soir-là. Soudain, une notification est apparue sur mon téléphone, un message de Mathieu. Bingo! Les métadonnées des faux emails sont claires. Ils ont été créés depuis un ordinateur portable connecté au réseau Wi-Fi du bureau d'Alain. Les timestamps correspondent à mardi dernier, 22h14. D'après son badge d'accès, Alexandre a quitté le domaine à 18h ce jour-là et son téléphone a borné à Bordeaux 1 heure plus tard. Je peux le prouver devant n'importe quel tribunal. Votre fils est innocenté. Un souffle que je ne savais pas retenir s'est échappé de mes poumons. La première chaîne qui me retenait venait de se briser. La preuve de leur machination était entre mes mains. Mais ce N n'était pas suffisant. Prouver qu'ils avaient menti sur Alexandre ne prouvait pas le reste. Cela pouvait passer pour une tentative maladroite de protéger l'entreprise d'un scandale. J'avais besoin du lien, de la preuve irréfutable de leur mobile. J'avais besoin du contrat de vente, du plan de démolition, des comptes offshore. Je devais exposer non seulement leur méthode, mais l'entièreté de leur crime. La libération d'Alexandre N était que la première étape. La destruction de ses bourreaux serait la dernière. La nuit s'était étirée, interminable. J était assise dans le noir, mon téléphone posé devant moi, elle écran éteint. C était une veillée d'armes silencieuse. Le château dormait, ignorant le drame qui se jouait dans ses murs. J était à la fois la prisonnière et la générale, attendant le signal qui déclencherait la bataille finale. Chaque minute était un doute, chaque heure une angoisse. Et si Mathieu n'y arrivait pas? Et si leur protection était trop forte? La peur était un poison lent, mais la rage était son antidote. À 3h17 du matin, l'écran s'est allumé. Un nouveau message de Mathieu. Il ne contenait que 4 mots. La veuve est servie, et en pièces jointes, un unique fichier PDF. Mon cœur a martelé ma poitrine. Je l'ai ouvert. C était tout. Le contrat de vente avec le groupe Ethelred, les plans d'architecte pour le complexe hôtelier, les annexes détaillant la démolition de notre chai centenaire, et le pire, la pièce manquante, la clé de voûte de leur trahison, un addendum secret. Cet addendum détaillait le versement d'une commission de conseil de plusieurs millions d'euros à une société écran basée au Panama, une société dont le seul bénéficiaire était Philippe Dubois. Un autre article garantissait une prime de succès substantielle à Alain, payable sur un compte numéroté aux îles Caïmans. C était là, noir sur blanc. Le mobile, la conspiration, la fraude, le blanchiment d'argent. Et le plus accablant, le contrat était daté et signé numériquement. Il avait été finalisé 3 semaines plus tôt, bien avant qu'ils ne commencent à me parler de difficultés financières ou de la nécessité de vendre. Le pouvoir a changé de camp en une fraction de seconde. La peur et l'angoisse se sont évaporées, remplacées par une certitude froide et absolue. Je ne tenais plus seulement la preuve de leur crime, je tenais leur anéantissement. Ils ne m'avaient pas acculé à un choix impossible. Ils m'avaient offert sur un plateau d'argent la justification morale de ne leur accorder aucune pitié. Ils avaient voulu me briser, mais ils n'avaient réussi qu'à me libérer de toute contrainte, de tout souvenir de l'amour que je leur avais un jour porté. Le lendemain matin, je suis descendue prendre le petit déjeuner. J'avais dormi quelques heures d'un sommeil profond et sans rêve. Je me sentais sereine, presque légère. Philippe et Alain m'attendaient dans la salle à manger, leurs visages tendus, impatients d'entendre ma reddition. Je me suis assise, j'ai pris une gorgée de café et j'ai levé les yeux vers eux.
J'ai pris ma décision, ai-je annoncé d'une voix égale. Je vais signer, ai-je continué. J'ai vu un éclair de triomphe passer dans leurs regards, un soulagement à peine dissimulé. Ils se sont échangés un sourire entendu. Ils pensaient avoir gagné. Mais, ai-je ajouté, marquant une pause, j'ai une condition. Je veux l'annoncer moi-même, lors de la soirée de gala des vendanges. C'est elle, événement le plus important de notre année. Il est juste que ce soit moi qui fasse mes adieux à tout ce que nous avons construit, devant nos amis et nos pères. Leur arrogance a scellé leur destin. Ma requête leur a semblé parfaitement logique. Quoi de plus normal pour la femme émotionnelle et dramatique qu'ils imaginaient, que de vouloir une dernière scène, un dernier moment sous les projecteurs, une sortie en beauté, pleine de larmes et de dignité, qui rendrait leur prise de contrôle encore plus douce, presque légitime. « Bien sûr, Hélène, ma chérie », a répondu Philippe en me tapotant la main avec une condescendance paternelle. « Tout ce que tu voudras. » Il venait de me donner l'arme, la scène et le public pour leur exécution publique. La journée qui a précédé le gala a été consacrée à des préparatifs fiévreux et secrets. Pendant que Philippe et Alain finalisaient les derniers détails avec les Suisses et que Chloé s'assurait que la presse serait présente en nombre pour couvrir l'annonce historique, je travaillais avec Mathieu. Nous avons préparé une présentation. Pas un diaporama de souvenirs nostalgiques, mais un dossier d'accusations implacable. Chaque email, chaque relevé bancaire, chaque enregistrement audio était intégré dans une chronologie dévastatrice. Le gala des vendanges n'allait pas célébrer la récolte du raisin, mais la récolte de la vérité. Le soir venu, juste avant de descendre, je me suis arrêtée un instant sur le balcon de ma chambre. Le soleil se couchait sur les vignobles, peignant le ciel de couleurs pourpres et dorées. Les vignes étaient lourdes de raisins mûrs, la promesse d'un millésime exceptionnel. C était la fin d'un cycle. Ils avaient voulu me faire croire que C était la fin de mon histoire. Ils n'avaient pas compris que les meilleures vignes sont celles qui poussent sur un sol bouleversé. Ils voulaient que je m'effondre. Au lieu de cela, ils m'avaient forcé à renaître de mes cendres. La vendange serait amère, certes, mais le vin qui en résulterait, puissant et complexe, porterait mon nom et seulement le mien. La soirée de gala battait son plein, une mer chatoyante de robes de soie et de smoking noirs, un océan de faux sourires et de verres de champagne levés. L'air vibrait d'une attente polie, celle du discours de Philippe. Je l'observais depuis ma table, un îlot de calme au milieu de cette tempête sociale. Il monta sur scène, baigné par la lumière des projecteurs, le visage empreint d'une fausse modestie qui le rendait encore plus méprisable. Il a parlé de notre histoire, de notre rêve partagé, saupoudrant son discours de mensonges et de souvenirs volés. Chaque mot était une profanation, une dernière insulte à notre passé commun. Mais je n'ai rien laissé paraître. Mon visage était un masque de marbre. Mes mains reposaient calmement sur mes genoux. Je n'étais pas une femme au bord des larmes, j'y étais une générale inspectant le champ de bataille juste avant de donner l'ordre de charger. L'heure de la vendange était enfin arrivée, et la récolte allait être sanglante. Puis vint le moment qu'ils attendaient tous. Avec un sourire empreint d'une compassion calculée, il se tourna vers moi. « Et maintenant, j'aimerais inviter ma merveilleuse épouse, Hélène, à me rejoindre sur scène pour quelques mots. Ma chère, sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. » Un murmure de sympathie a parcouru l'assemblée. La pauvre Hélène, la femme trompée, la reine déchue, convoquée pour adouber ses successeurs. Je me suis levée, ma robe glissant silencieusement sur le sol. Chaque pas vers l'estrade était mesuré, délibéré. J'ai senti des centaines de regards posés sur moi, un mélange de pitié et de curiosité morbide. Philippe m'a tendu la main, mais je l'ai ignoré, me dirigeant directement vers le micro. Je l'ai saisi, sentant le métal froid contre ma paume. J'ai regardé Philippe, puis Chloé et Alain, assis au premier rang, leurs visages rayonnant d'un triomphe suffisant. Ils pensaient que le rideau tombait sur mon dernier acte. Ils n'avaient pas compris que c'était moi qui le levais. Un silence s'est fait dans la grande salle de réception. J'ai balayé l'audience du regard, puis j'ai fixé mes yeux sur Philippe. « Merci. »« Mon cher mari, » ai-je commencé, ma voix claire et stable, résonnant dans les haut-parleurs. « Merci pour ces 30 années. 30 années de leçons inestimables. » Une confusion a flotté dans l'air. Ce N n'était pas le discours larmoyant et reconnaissant auquel il s'attendait.
Philippe a froncé les sourcils, un premier éclair d'incertitude dans ses yeux. La première leçon que tu m'as apprise, ai-je continué en me tournant légèrement vers Chloé, est qu'il faut toujours vérifier ses sources et faire confiance à l'instinct féminin. D'un signal discret de la main à Mathieu, qui se tenait près de la régie, l'immense écran derrière la scène, qui devait projeter un montage de photos de famille, s'est allumé. Mais ce N n'était pas nos souvenirs qui sont apparus. C était du texte, noir sur blanc. Sur L écran, la transcription intégrale de ma conversation à cœur ouvert avec Chloé défilait lentement. Ces mots, pleins de vanité et de mépris, emplissaient à l'écran. Philippe est si facile à manipuler. Il croit que c'est lui qui mène la danse. Hélène est une relique du passé. Il est temps qu'elle laisse sa place. Un hoquet collectif a parcouru la salle. Le visage de Chloé s'est décomposé, passant de la suffisance à une horreur blafarde. Elle a jeté un regard paniqué à Philippe, qui la fixait maintenant avec une fureur glaciale. Le premier pilier de leur alliance venait de s'effondrer sous les yeux de toute l'élite bordelaise. J'ai laissé un long silence s'installer, permettant à chaque mot empoisonné de s'imprégner dans l'esprit de l'audience. Les murmures ont commencé, un bruissement de serpents dans l'herbe sèche. La belle image de la jeune protégée fidèle venait de voler en éclats, révélant la prédatrice avide qu'elle était réellement. J'ai repris la parole, ma voix tranchante comme un sécateur. La deuxième leçon, Philippe, est encore plus importante. Ne jamais sous-estimer son associé. Surtout quand on essaie de lui faire du chantage en utilisant son propre fils. Elle, écran a changé. D'un côté, les faux emails et les documents falsifiés accusant Alexandre de détournement de fonds. De l'autre, le rapport de l'auditeur forensique, clair, net et précis. Des flèches rouges pointaient vers les métadonnées, créées depuis l'ordinateur d'Alain Dubois. Horodatage, 22h14. Puis, les données de géolocalisation du téléphone d'Alexandre, le situant à Bordeaux au même moment. J'ai vu Alain s'affaisser sur sa chaise comme si on lui avait tiré dessus. Ses mains tremblaient, son visage était d'une pâleur de cire. Le silence dans la salle était maintenant total, un silence de mort. J'avais non seulement innocenté mon fils, mais j'avais exposé leur méthode la plus vile, leur chantage le plus abject. Mais la leçon finale, la plus cruciale, ai-je déclaré, ma voix montant en puissance, est que le véritable héritage d'une vie ne peut être ni acheté, ni vendu. Il n'a pas de prix. Elle, écran a basculé une dernière fois. Les plans de l'architecte pour le Dubois Luxury Resort and Spa sont apparus avec notre château, nos chais, notre histoire, barrés d'une immense mention à démolir. Un cri de stupeur a traversé la salle. Puis, j'ai fait un dernier signe à Mathieu. Un son a crépité dans les haut-parleurs. C était la voix de Philippe, enregistrée lors d'une de ses conversations avec les acheteurs suisses. Une voix claire, arrogante, sans équivoque. L'héritage, la tradition, tout ça, c'est du marketing pour les sentimentaux. Ce qui compte, c'est le chèque à 8 chiffres. Le reste, vous pouvez le raser. Le silence qui a suivi n'était plus un silence de mort. C était le silence assourdissant de la vérité révélée. Brutal et sans phare. La détonation a été immédiate. Les flashs des photographes crépitaient comme des mitraillettes. Les journalistes se sont levés d'un bond, criant des questions, mais le spectacle le plus fascinant se déroulait sur scène. Philippe s'est tourné vers Alain, le visage déformé par la haine. Imbécile. Je t'avais dit que cet audit était dangereux. Alain, retrouvant une once de courage dans le désespoir, a pointé un doigt tremblant vers Chloé. C'est elle qui t'a monté la tête avec ses ambitions ridicules. Chloé, en larmes, s'est défendue en hurlant. C'est vous qui vouliez l'argent. Vous m'avez utilisé. Ils se déchiraient en public, s'accusant mutuellement, leurs masques arrachés, révélant les bêtes avides et pitoyables qu'ils étaient. Leur empire de mensonges s'est effondré en direct, et je suis restée là, immobile, regardant leur autodestruction avec une satisfaction glaciale. Ma vengeance n'était pas seulement complète, elle était poétique. Alors que le chaos atteignait son paroxysme, je me suis approchée une dernière fois du micro. Ma voix, calme et souveraine, a tranché net à travers leur cacophonie. Le château du bois n'est pas à vendre. Il ne l'a jamais été. J'ai marqué une pause, laissant mes mots résonner dans la salle stupéfaite. Quant à cette nouvelle direction stratégique, elle prend effet ce soir.
Messieurs, madame, vous êtes démis de vos fonctions. Des agents de sécurité vous attendent à la sortie pour vous escorter hors de ma propriété. Vos affaires personnelles vous seront envoyées. J'ai posé le micro doucement sur son socle. Je n'ai pas jeté un dernier regard aux ruines humaines qui se tenaient derrière moi. Je suis descendu de scène, la tête haute, traversant la foule qui s'écartait sur mon passage comme la mer Rouge devant Moïse. La vendange était terminée. Et mon règne ne faisait que commencer. Le silence glacial qui a suivi mon départ de la scène était plus assourdissant que n'importe quel applaudissement. Les agents de sécurité, que j'avais engagés discrètement quelques jours plus tôt, se sont avancés avec une efficacité redoutable. Ils ont escorté Philippe, Alain et Chloé hors de la salle, passant à travers une foule qui s'écartait comme si les trois complices étaient devenus pestiférés. Leurs protestations étaient des gargouillis inaudibles dans la tempête de ma victoire. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais pas besoin de voir leur visage défait pour savoir que je les avais anéantis. Leurs regards, autrefois remplis de pitié condescendante pour moi, étaient donc maintenant des puits de terreur et d'incrédulité. Les invités, figés un instant plus tôt, se sont tournés vers moi. La pitié avait été remplacée par une admiration craintive, un respect mêlé de peur. J était passé du statut de victime à celui de prédatrice, et le troupeau savait instinctivement qu'il fallait respecter le nouveau chef de meute. Ma vengeance n'était pas une explosion de colère, était une exécution, et la salle de bal était devenue mon tribunal. Dès le lendemain, la tempête médiatique et judiciaire s'est déchaînée avec une violence que même moi, je n'avais pas totalement anticipée. Les journaux financiers et les tabloïds se sont emparés de l'histoire. La vendange sanglante du château du Bois, faisant la une de tous les kiosques. Mais ce haine était que du bruit. Le véritable travail se faisait en silence. Les preuves que j'avais projetées sur cet écran géant, méticuleusement compilées par Mathieu et validées par le cabinet d'audit, ont été immédiatement transmises à l'autorité des marchés financiers. Les perquisitions ont commencé avant même que Philippe et Alain n'aient eu le temps de contacter un avocat digne de ce nom. Ma vengeance-haine n'était pas un crime passionnel. CK était un dossier d'instruction complet, ficelé et prêt à être jugé. Je n'avais pas seulement gagné la bataille de l'opinion publique. J'avais fourni à la justice l'arme chargée, la cible et le mode d'emploi pour une condamnation rapide et sans appel. Leur empire de papier s'est effondré en moins de 48 heures. Alain fut le premier à se briser, comme je l'avais prédit, acculé par ses dettes de jeu au cercle parisien, qui ont refait surface avec une rapidité déconcertante et confronté à des accusations de fraude, de falsification de documents et de délit d'initié, il a choisi la seule voie qui lui restait, la coopération. Il a tout avoué, détaillant par le menu chaque étape du complot, espérant ainsi alléger sa peine. Il a décrit comment Philippe l'avait manipulé, comment Chloé avait attisé les flammes de leur cupidité. Ses aveux ont non seulement renforcé mon dossier, mais ils ont aussi scellé le sort de ses anciens complices, les entraînant avec lui dans sa chute. Il a perdu son poste, sa réputation, et a fini ruiné, un fantôme social dans le monde du vin bordelais qu'il avait autrefois adulé. Sa loyauté, qu'il avait vendue pour quelques millions, ne lui a finalement rien rapporté d'autre que la honte et l'isolement. Chloé, quant à elle, a connu une fin différente, mais tout aussi dévastatrice. Son ambition, autrefois son moteur, devint sa pierre tombale professionnelle. Mise au banc de l'industrie du luxe, son nom est devenu synonyme de trahison et de manipulation. Aucune maison, aucune marque ne voulait être associée à la jeune femme qui avait tenté de détruire l'une des leurs de l'intérieur. Ses rêves de pouvoir et de richesse se sont évaporés, la laissant avec pour seule richesse sa notoriété toxique. Elle a tenté de se réinventer, de vendre son histoire comme celle d'une jeune femme naïve, séduite par un homme plus âgé et puissant. Mais personne n'a été dupe. Les transcriptions de ses propres mots, projetées devant toute l'élite de Bordeaux, étaient une condamnation sans appel. Elle est devenue une fable cruelle. Un avertissement pour toutes les ambitieuses qui pensent pouvoir prendre des raccourcis vers le sommet. Elle voulait une place dans l'histoire du château du Bois. Elle l'a eue, mais en tant que note de bas de page dans le chapitre de ma renaissance. La chute de Philippe fut la plus spectaculaire, la plus totale. Lui qui avait orchestré ma destruction pour financer une nouvelle vie d'opulence, s'est retrouvé privé de tout. L'addendum secret du contrat, révélant sa société écran au Panama, a déclenché une enquête pour fraude fiscale et blanchiment d'argent à grande échelle. Tous ses comptes,
personnels et professionnels, ont été gelés. Les amis qui l'entouraient se sont évaporés, les portes se sont fermées. Il a perdu le château, l'argent, le respect, et, surtout, il a perdu son nom. Le nom Dubois, qu'il avait voulu vendre au plus offrant, était désormais associé à la honte et à l'opprobre. Il-En était plus le visionnaire charismatique, mais un escroc pathétique, un homme qui avait tout misé sur la faiblesse de sa femme et qui avait perdu face à sa force. Il-En était plus qu'une coquille vide, hanté par le fantôme de l'Empire qu'il avait tenté de voler et que j'avais sauvé de ses propres mains. La conversation la plus difficile de ma vie a eu lieu avec Alexandre, à son retour de Lyon. Je l'ai fait asseoir dans la bibliothèque, là même où son père avait tenté de le sacrifier, et je lui ai tout raconté, sans rien omettre. J'ai vu le choc, l'incrédulité, puis une douleur profonde dans ses yeux, alors que l'image de son père se brisait en 1000 morceaux. Mais après la douleur est venue une colère froide et juste. Il n'a pas pleuré pour l'homme qu'il avait perdu, mais pour la mère qui avait dû se battre seule. Ce soir-là, un nouveau pacte a été scellé entre nous. Il n'y avait plus de secret, plus d'illusions. Il a vu la stratège derrière la mère, la guerrière derrière la femme. Notre lien, autrefois fondé sur un amour familial paisible, s'est transformé en une alliance indéfectible, forgée non dans le sang, mais dans la vérité et le respect mutuel. Il en était plus l'héritier en attente. Il était le co-architecte de notre avenir, mon partenaire le plus loyal. Mon retour au château ne fut pas celui d'une veuve éplorée, mais celui d'une souveraine reprenant son trône. J'ai réuni tout le personnel, des vignerons aux cadres administratifs. Debout devant eux, j'ai annoncé une nouvelle ère pour notre domaine. Une ère de transparence, d'intégrité et de direction unique. La mienne. Il n'y a pas eu de discours sur le pardon ou l'oubli. J'ai parlé de l'avenir, de notre héritage, de la qualité intransigeante qui serait désormais notre seule boussole. Dans leurs yeux, j'ai vu la peur initiale céder la place au respect, puis à une loyauté renouvelée. Ils n'avaient pas seulement une nouvelle patronne, ils avaient une protectrice, une femme qui avait risqué son propre nom pour sauver le leur. L'atmosphère a changé. Le poids de la duplicité s'est levé, remplacé par une énergie nouvelle, une détermination à prouver au monde que le château du Bois était plus fort que jamais. L'entreprise N était plus un partenariat. C était mon royaume. C'est dans les semaines qui ont suivi que l'idée est née. Je ne pouvais pas simplement continuer comme avant. Le scandale, loin de nous détruire, nous avait rendus légendaires. Je devais capitaliser sur cette histoire, la transformer en notre nouvelle mythologie. J'ai décidé de créer une nouvelle cuvée, une édition limitée, le millésime le plus exceptionnel que nos terres aient jamais produit. Mais elle ne porterait pas le nom de Dubois. Je l'ai baptisée la Veuve. Ce ne serait pas un vin de deuil, mais un vin de pouvoir. Un vin audacieux, complexe, avec une finale longue et inoubliable, à l'image de la femme qui l'avait créé. C était une déclaration d'indépendance, un acte de renaissance. Je prenais le surnom que la société aurait pu me donner avec pitié et je le transformais en une marque de luxe, un symbole de résilience et de force féminine. Chaque bouteille raconterait mon histoire, non pas celle de la trahison, mais celle du triomphe. Le succès de La Veuve a dépassé toutes mes attentes. La demande a explosé. Les critiques de vin du monde entier ont salué non seulement sa qualité exceptionnelle, mais aussi l'audace de son histoire. Le château du Bois est devenu plus qu'une simple exploitation viticole. Il est devenu un symbole. J'ai été invitée à donner des conférences, à participer à des interviews. On ne me voyait plus comme la femme de Philippe Dubois, mais comme Hélène Dubois, la femme qui avait déjoué un complot international pour sauver un trésor national. J'ai utilisé cette plateforme pour parler de éthique dans les affaires, de la protection du patrimoine et de la force des femmes dans un monde encore dominé par les hommes. L'entreprise a atteint des sommets de rentabilité et de prestige que même moi, dans mes rêves les plus fous, n'aurais jamais imaginé. J'avais transformé les cendres de mon ancienne vie en un empire plus grand et plus solide que jamais. Le divorce fut une simple formalité administrative, une exécution financière. Philippe, privé de ses avocats prestigieux et de ses ressources, n'avait aucune chance. J'ai présenté les preuves irréfutables de sa fraude, de son adultère et de sa tentative de spoliation. Le juge a prononcé une décision sans appel. Je lui ai tout pris,
ses parts dans l'entreprise, ses comptes cachés que mes auditeurs avaient dénichés, même la collection d'art qu'il avait amassée avec l'argent que j'avais gagné. Je ne lui ai laissé que ses dettes et sa honte. Certains auraient pu appeler cela de la cruauté, mais pour moi, était de la justice. Il n'avait pas seulement brisé mon cœur, il avait tenté de détruire l'œuvre de ma vie et l'avenir de mon fils. Il ne méritait aucune pitié, aucune seconde chance. Je l'ai effacé de ma vie comme on arrache une mauvaise herbe, en m'assurant de bien prendre la racine pour qu'elle ne repousse jamais. Quelques mois plus tard, je me tenais dans le chai avec Alexandre. La première mise en bouteille de « La Veuve » était terminée. Les bouteilles noires, élégantes, portaient une simple étiquette crème avec ce seul mot en lettres d'or. Alexandre a pris une bouteille, l'a fait tourner dans ses mains et m'a regardé avec une fierté qui valait toutes les victoires du monde. Il est magnifique, maman. C'est toi. Il n'en était plus un jeune homme apprenant les ficelles du métier sous l'ombre de son père. Il était devenu un dirigeant compétent, mon bras droit, mon confident. Nous avons reconstruit non seulement une entreprise, mais une famille, une dynastie fondée sur la confiance absolue et une vision partagée. Nous n'en étions plus définis par le passé, mais par l'avenir que nous étions en train de bâtir ensemble, sur les ruines de l'ancien monde. Ce matin, je me suis levée avant l'aube, comme je l'ai toujours fait. Je suis sortie sur la terrasse, un verre de La Veuve à la main. Le soleil commençait à peine à dorer les rangs de vignes, nos vignes, mes vignes. L'air était frais, porteur des promesses du jour nouveau. Il y a 1 an, à cette même heure, je croyais vivre un rêve qui s'est avéré être un mensonge. Aujourd'hui, je vis une réalité que j'ai forgée moi-même, dans le feu et la glace. Ils ont voulu que je m'effondre, mais ils n'ont fait que m'obliger à me redresser, plus grande et plus forte qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. J'ai porté le vin à mes lèvres, savourant sa complexité, sa puissance, le goût de ma liberté. Un sourire s'est dessiné sur mon visage, non pas un sourire de bonheur, mais un sourire de certitude. Leur histoire était terminée. Mon règne ne faisait que commencer.